Bonjour à tous, merci beaucoup donc de participer à cette deuxième séance du webinaire face à la pandémie des choix de société. Donc ce webinaire vise à prolonger des réflexions entamées dans le Silomag 11 qui s'appelait Crise Carrefour des choix, qui a été mis en ligne en juillet sur le site de Silo, qui est le média numérique dédié aux pensées critiques et créatives créé par la Fondation Gabriel Péri, les éditions sociales et la revue La Pensée. Donc, avec ce Silomag et ce webinaire, on cherche à interroger la nature même de cette crise, ses conséquences immédiates et à plus long terme, ce qu'elle bouleverse dans les réalités du monde, dans les perceptions, dans les rapports de force, mais aussi comment on pourrait prendre une trajectoire différente et quelles sont les alternatives bien présentes qui pourraient nous y aider. Donc, la première séance portait sur les vaccins. On s'est notamment interrogé sur les conséquences de leur appréhension comme des marchandises plutôt que comme des biens communs. La vidéo est en ligne, je vous invite à aller la voir. Et aujourd'hui, on va s'attaquer donc à un autre vaste sujet. On a intitulé cette séance « Science et connaissances à l'épreuve du doute ». Donc, si le climat de défiance presque généralisé à l'égard de la politique et des institutions est une donnée déjà ancienne, la perte de confiance dans la science paraît peut-être un peu plus récente à notre époque. On a même l'impression d'une accélération de cette défiance depuis la pandémie. Donc, je dis on, mais peut-être que c'est moi, je pouvais sourire quand on disait que le créationnisme pouvait être enseigné aux États-Unis comme les théories de l'évolution, ou même qu'apparemment 38% des Américains sont persuadés que c'est Dieu qui a créé la Terre. Rigolez peut-être un petit peu, souriez peut-être un peu moins quand les termes de post-vérité, vérité, fake news, infox, etc. ont envahi le débat public jusqu'au sommet des États et dans la plupart des médias. Le documentaire qui est passé sur France Télévisions, La fabrique du mensonge, les fake news au pouvoir, moi, personnellement, m'ont un peu terrifiée, montrer à quel point ces fake news se propagent à toute allure et sont devenues même des nouvelles armes utilisées en politique lors de campagnes électorales. En l'occurrence, il parle de la campagne de Trump et de Bolsonaro. Il aussi parle de l'existence de ce mouvement complotiste antidémocratique baptisé QAnon, selon lequel le monde serait gouverné par un réseau pédophile sataniste. Et il se trouve que pendant cette pandémie, ces thèses se sont beaucoup diffusées en France. La pandémie elle-même a donné lieu à de nombreuses thèses complotistes, du virus fabriqué en laboratoire à la puce 5G intégrée dans les vaccins pour nous traquer et mettre en place une dictature. Donc, la montée en puissance de ces courants, comme en témoigne aussi la viralité du documentaire Hold Up du réalisateur Pierre Berneria, qui ici part de questionnements légitimes, tombe vite dans le complotisme, conduit Eva Illouz, donc on l'a mis dans la présentation de ce séminaire, à affirmer que croire à la science ou pas devenait aujourd'hui une question éminemment politique, sans doute celle qui va décider de l'avenir du monde. Et c'est vrai que ça peut apparaître paradoxal dans une période où la science et les connaissances devraient plutôt sembler être nos meilleurs alliés pour faire face à la pandémie ou entamer l'urgence de la transition écologique, de poser une telle question. Donc c'est pour ça, aujourd'hui, on veut poser un peu à nos invités quelle réponse apporter à cette défiance avec tous les dangers qu'elle comporte dans ces expressions populistes de déni de la science et de la rationalité. Comment vous, en tant que scientifique, vous appréhendez la tension entre la nécessité de la pensée rationnelle sans toutefois ériger la science en vérité absolue ou en dogme? Comment on peut développer les capacités à impliquer les citoyens dans le débat scientifique, permettre ainsi la maîtrise des processus de connaissance par le plus grand nombre et par là même lutter contre la défiance? Nous, c'est vrai que notre postulat, c'est que ça serait l'une des meilleures méthodes pour faire que les choix répondent à l'intérêt général, les choix politiques, et soient acceptés aussi par la plupart. Donc voilà, pour aborder ces vastes questions, nous avons 3 intervenants que je remercie. Catherine Bourguin, généticienne, directrice de recherche à l'INSERM, membre du comité d'éthique de cette même institution, membre du conseil d'administration de l'association Sciences Citoyennes. Jean-Gabriel Ganachia, président du comité d'éthique du CNRS, professeur d'informatique à la faculté des sciences de Sorbonne Université, et Olivier Morisot, maître de conférences en physique et histoire des sciences au centre Gilles Gaston Granger d'Aix-Marseille Université.
Donc, nous allons laisser à chacun de nos intervenants la parole pour 10-15 minutes chacun. Je vous invite à laisser vos questions, à poser vos questions dans le Q&R en bas, qui est sur vos écrans. Et après, nous aurons donc une séance de questions-réponses. Donc, je vais d'abord donner la parole à Jean-Gabriel Ganassia, qui est président, donc, comme je l'ai dit, du comité d'éthique du CNRS, qui a donc rédigé, qui était le rapporteur d'un avis en 2018, qui posait la question « Quelle nouvelle responsabilité pour les chercheurs à l'heure des débats sur la post-vérité ?» Donc, ça montre qu'il y avait quand même des questionnements qui se posaient à ce moment-là. Donc, je l'invite à nous expliquer pourquoi un peu cet avis et aussi ce qu'est un raisonnement scientifique pour partir avec la bonne définition des termes du sujet. Merci, j'espère que vous m'entendez tous. Donc, je vais essayer d'introduire en faisant un certain nombre de remarques sur cette situation un peu délicate dans laquelle se trouvent les scientifiques aujourd'hui face à une mise en cause des connaissances scientifiques. Et pour faire ça, je voudrais d'abord commencer par rappeler que les scientifiques eux-mêmes doutent. Et c'est même l'essence de la science. Et puis ensuite, ce que je voudrais, c'est préciser quelle est la nature du doute scientifique. Et ensuite, essayer de nous demander qu'est-ce qui se passe dans l'espace public, c'est-à-dire pas dans la société, la communauté scientifique, mais à l'extérieur. Alors, première chose, donc, sur le doute. A priori, on a l'impression, lorsqu'on est surtout extérieur à la science, que science rime avec confiance. Du moins, on pourrait dire, d'une certaine façon, que science sans confiance apparaît un peu incongrue, voire même coupable. Et ça renvoie peut-être à une autre expression que tout le monde connaît, science sans conscience de Rabelais. Mais justement, est-ce que science sans confiance, de même que science sans conscience n'est que ruine de l'âme, est-ce que science sans confiance ne serait aussi que ruine de l'âme? Alors, pourtant, donc, même si la science, et c'est son objectif, doit conduire à la confiance, la science n'est pas uniquement de la confiance. Et il existe une tension qui est entre la science d'un côté et la confiance. Et je voudrais essayer de clarifier un tout petit peu les choses ici. En effet, si on a confiance dans les évidences que nous soumettent les sens, si on fait de la science, c'est justement ce qui pousse les scientifiques à faire de la recherche, c'est justement qu'ils n'ont pas au départ de confiance dans les choses les plus élémentaires. Si on fait, enfin moi par exemple, si j'ai fait de la science, je suis spécialiste d'intelligence artificielle, c'est parce que je me demandais ce qu'était l'intelligence, et ça m'intriguait beaucoup, et donc j'étais scientifique, et je me suis dit, s'il y a une science qui permet de mieux comprendre l'intelligence en la simulant, ça va nous faire énormément de progrès. Autrement dit, bizarrement, c'est l'absence de confiance qui conduit à chercher dans la science, c'est-à-dire dans une activité systématique, collective et rationnelle, à asseoir nos connaissances sur des certitudes. Et pour essayer d'illustrer ce point, je vais citer un petit texte de Monsieur Test de Paul Valéry. Vous savez que c'était une de ses premières œuvres de jeunesse, et c'est quelqu'un qui justement n'a pas tellement confiance, et donc il veut essayer de ressaisir le monde. Alors je cite le texte. La première hypothèse de toute science, l'idée nécessaire de tout savant, c'est que le monde est mal connu. Oui. Or, on pense souvent le contraire. Il y a des instants où tout paraît clair, où tout est plein, tout sans problème. Dans ces instants, il n'y a plus de science, où, si vous voulez, la science est accomplie. Mais à d'autres heures, rien n'est évident, il n'y a que lacunes, actes de foi, incertitude. On ne voit que des lambeaux et d'irréductibles objets de toutes parts.
Donc, comme le dit bien Valérie ici, il y a à l'origine de toute recherche le doute, l'inquiétude, la volonté de reculer les frontières de l'ignorance pour accroître notre confiance. Si on pensait que tout était connu, que l'on pouvait se fier à ce que l'on savait déjà, il n'y aurait pas lieu de faire de la recherche. Mais cela ne suffit pas. Monsieur Test poursuit, comme on s'est plus ou moins aperçu de tout ceci, on cherche le moyen de passer à coup sûr du second état dans le premier et de transformer à volonté l'esprit inquiet du moment en le possesseur tranquille de tout à l'heure. Vous voyez qu'il y a cette difficulté, qu'il y a deux choses dans la science. Le moteur de la science, c'est le fait qu'on ne connaisse pas, que l'on est inquiet, et en même temps, le but de la science, c'est de nous donner un certain nombre de certitudes, d'assurances. Donc, je crois qu'il est important de dire que la science part de la défiance pour chercher à assurer la confiance, c'est-à-dire une croyance ferme. Alors, dans le même temps, où la science s'attache par la précision de ses méthodes, par l'acharnement avec laquelle elle traque toutes les sources d'erreurs et d'approximations, donc par l'accumulation d'observations, de tests, d'expériences, la science suscite une forme aujourd'hui de défiance dans la société. Et on voit depuis quelques années que cette défiance est véhiculée par les réseaux sociaux et depuis le début de la pandémie, on a l'impression que cette défiance s'est accrue. Mais elle était déjà présente puisque, comme vous l'avez dit tout à l'heure, dans le cadre du comité d'éthique du CNRS, on avait pris la peine d'écrire un rapport justement sur ce problème. Ce qu'on appelle les infox en français, ou les Américains appellent ça les fake news, et que on traduit parfois par information alternatives et qui sont introduites par les tenants de causes soit politiques, soit religieuses, soit des industriels, etc. Ça vient jeter le discrédit sur un certain nombre de conclusions scientifiques. Alors, il arrive aussi que des pratiques de certains scientifiques conduisent aussi à semer le doute sur les sciences et à saper le crédit de ces sciences et donc la confiance que la population accorde à la science. Et là encore, la pandémie nous a montré de nombreux exemples de déclarations de scientifiques qui n'étaient peut-être pas assises sur des épreuves expérimentales. Alors, donc, sur les deux points, le premier, c'est la diffusion d'infox, diffusion qui d'une certaine façon a toujours existé. Si on regarde l'histoire de l'humanité, il y a toujours eu des fausses nouvelles, mais elle semble s'être accrue considérablement aujourd'hui avec le web, avec la toile. On peut même dire qu'il y a une logique économique sous-jacente, puisque plus une information est surprenante et étonnante, plus elle va être diffusée. Donc on peut se demander comment communiquer. Je vais essayer de revenir un tout petit peu sur ce point, même si je ne veux pas prendre trop de temps. Mais il y a un deuxième point sur les pratiques scientifiques qui donnent prise à la critique de la science et des scientifiques. Et à ce moment-là, je voudrais simplement rappeler qu'on a des moyens d'action que ce qui relève de l'intégrité scientifique a pour but de corriger les pratiques qui seraient déviantes, qui feraient que, justement, on a des assertions qui ne relèvent pas vraiment d'une pratique scientifique. Alors, disons, de façon générale, on peut dire qu'il y a 3 points sur la connaissance scientifique qui sont, d'un côté, ce qu'on appelle les controverses scientifiques à l'intérieur du monde scientifique. D'un côté, ces controverses sont normales, elles sont l'activité même de la science, ce sont ces controverses qui font progresser la science. La science ne part pas nécessairement d'un consensus, mais ce dissensus, c'est-à-dire ce désaccord, est destiné à être surmonté. C'est-à-dire qu'il doit y avoir des expériences, des procédures qui permettent de valider la connaissance.
Deuxième chose, il peut y avoir des inconduites scientifiques qui font que certains scientifiques eux-mêmes se discréditent dans leur travail, des expérimentations qui sont mal conduites, des scientifiques qui, par ambition, vont dire des choses qui sont fausses et dont ils savent qu'elles ne sont pas assurées. Et puis, un troisième point, bien sûr, qui peut saper aussi le crédit de la science, ce sont les applications des résultats de la science qui pourraient éventuellement être néfastes pour l'homme. Donc, ce sont trois plans. Alors, je n'ai pas le temps de les développer ici, mais je crois que ce qui est important, c'est de bien dissocier ce qui est la controverse scientifique, qui est positive, de la malhonnêteté scientifique, qui, elle, est quelque chose de négatif, de la fraude. Et on sait, on a depuis pas mal d'années identifié les causes de cette fraude et on essaye de lutter contre cette fraude. Donc ça, c'est ce qui est lié à la connaissance scientifique. Mais dans une période comme celle que nous vivons, la connaissance scientifique ne se diffuse pas simplement à l'intérieur de la communauté scientifique, elle se diffuse à l'extérieur. Et donc, ça va m'amener à aborder le deuxième volet que je voulais traiter ici, sur lequel j'espère qu'on pourra échanger plus tard, qui est celui de la communication scientifique. Et en particulier, de la façon dont, au cours de la pandémie que nous vivons, cette communication scientifique s'est transformée. Alors, bien sûr, cette transformation n'est pas liée uniquement à la pandémie, elle est liée au nouveau médium de communication, mais en tout cas, elle a évolué. Alors, on peut dire que cette communication scientifique, c'est la communication qui part des scientifiques. Et celle-ci, elle peut aller soit vers les scientifiques eux-mêmes, soit vers le grand public, soit vers les politiques. Et sur ces trois points, il y a eu des transformations. Alors, la communication entre scientifiques, normalement, elle est réglée depuis le XVIIe siècle à peu près, par des journaux scientifiques avec une évaluation des contributions scientifiques par ce qu'on appelle les pairs, c'est-à-dire d'autres scientifiques qui lisent les articles, qui les critiquent et qui les mettent en cause. Et bien sûr, ça veut dire que ce qui va être publié, c'est-à-dire rendu public, est quelque chose qui est relativement certain, en tout cas qui obéit à des canons, à des critères qui sont connus par tous dans la communauté scientifique. Alors le problème qui s'est produit aujourd'hui est double. C'est parce que dans la communauté scientifique, d'un côté, on a ce qu'on appelle les publications ouvertes. C'est-à-dire qu'avant, les journaux scientifiques étaient payants, c'est-à-dire que l'économie de ces journaux reposait sur les gens qui les achetaient. Et donc, bien sûr, si les journaux scientifiques étaient de mauvaise qualité, à ce moment-là, les gens ne les achetaient plus. Or, aujourd'hui, avec l'accès ouvert, on a à la fois cette chose extraordinaire, c'est que toute la connaissance scientifique est gratuite, mais en même temps, comme les journaux sont ouverts, le payeur n'est plus le lecteur, le payeur est le producteur. Et ça a conduit, dans certains cas, à des publications qu'on appelle prédatrices parce qu'elles font payer les scientifiques qui produisent, même s'il n'y a aucun lecteur. C'est-à-dire qu'on peut avoir des cas de figure très extrêmes où il y a des publications qui ne sont plus lues par personne. Alors, je n'insiste pas là-dessus, mais je crois que c'est important pour bien comprendre l'évolution, et vous allez voir pourquoi tout à l'heure, ça peut avoir... Vous allez me dire, s'il n'y a pas de lecteur, ce n'est pas très grave. Mais en fait, si, il n'y a pas de lecteur scientifique, mais il y a d'autres lecteurs, et c'est ça qui pose problème. Puis une deuxième chose qui intervient, c'est ce qu'on appelle les prépublications, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui, grâce à Internet, la possibilité de publier les choses avant qu'elles aient passé toutes les épreuves de validation. Et là encore, ça peut être lu par d'autres. Alors, tout ça, bien sûr, ne poserait pas de problème majeur si nous n'avions pas une deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, comme les publications ouvertes et les prépublications sont accessibles à tout le monde, eh bien, un certain nombre de gens peuvent y accéder et ensuite interpréter ces prépublications. Et donc là, c'est les problèmes, bien sûr, de communication qui font qu'on va avoir des choses qui ne sont pas destinées au grand public, mais qui vont être utilisées par le grand public. On va avoir un détournement des publications scientifiques. Et puis, je vais maintenant parler d'un troisième plan qui me semble important, c'est celui, et je vais conclure là-dessus, de la communication avec les politiques. On a
une chose assez étonnante au cours de cette crise, c'est qu'on a un conseil scientifique qui a été mis en place par le gouvernement, et ce conseil scientifique a décidé d'être transparent. On avait depuis très longtemps des scientifiques qui pouvaient conseiller les politiques, mais ce qui est vraiment très nouveau, c'est que tous leurs avis sont mis à disposition de tout le monde. Alors on peut dire que c'est extrêmement positif, mais en même temps, ça conduit, là encore, à un problème d'ambiguïté. On peut dire qu'il y a une aporie de la transparence. Pourquoi? Parce que, je vais le résumer en 2 mots, soit les avis du conseil scientifique qui sont transparents sont utilisés par le politique, et donc le politique s'y soumet, auquel cas on accuse le politique d'être soumis à l'autorité des scientifiques. On a parlé de biopolitique, par exemple, en disant c'est le pouvoir des biologistes à la place d'être le pouvoir des politiques. Soit les politiques prennent une décision qui n'est pas celle qu'aurait prise le conseil scientifique, et auquel cas on critique à la fois le politique en disant qu'il a une conduite qui n'est pas conforme à celle des scientifiques, et en même temps on explique qu'il y a un discrédit sur le conseil scientifique. Donc voilà un peu, je crois, tous ces problèmes qui sont liés, me semble-t-il, en grande partie aux nouveaux médias de communication, et qui expliquent pourquoi aujourd'hui on a un certain doute qui s'est installé autour de la communication scientifique. Merci beaucoup. Et ben donc c'est vrai que c'est très intéressant, donc la nécessité qu'on comprenne l'importance du doute dans cette époque qui veut que des certitudes. C'est une philosophie à méditer, et essayer aussi de comprendre ce que c'est une controverse et toutes les limites que vous avez fait. Mais finalement, ce que j'aurais envie de dire pour passer la parole à Catherine Bourgain, c'est le manque aussi de culture scientifique. Et donc Catherine Bourgain, qui est donc notamment membre du conseil d'administration de l'association Sciences Citoyennes, association qui se donne pour objectif de favoriser l'appropriation citoyenne et démocratique de la science pour la mettre au service du bien commun. Peut-être qu'en nous expliquant donc en quoi consiste cette appropriation citoyenne, quels sont les enjeux de la développer et vos pistes, ça peut être aussi une manière de comprendre comment la population peut être plus réceptive aux présupposés de la science, et de ne pas lui en demander ce qu'elle ne peut pas donner. Eh ben, merci beaucoup de cette invitation. Je suis ravie de discuter avec vous de tout ça. Je vais essayer de tenir mon temps, mais comme j'ai tendance à être bavarde, Louise, n'hésitez pas à me faire un petit signe. À vrai dire, quand j'ai reçu votre invitation, je me suis dit qu'il fallait quand même que je parte du fait que je considère, comme nous considérons certainement tous aujourd'hui, que la période actuelle est particulièrement compliquée pour les sciences au pluriel et les scientifiques au pluriel. La crise fait ressortir... C'est moi qui... Non, c'est pas moi qui sonne. La crise fait ressortir des situations et des difficultés, comme le vient de le dire Jean-Gabriel Ganassia, qui étaient préexistantes, mais quelque part qui sont un peu exacerbées par le contexte de crise que nous traversons. Et du point de vue de la science et des scientifiques, on voit à la fois à quel point les sciences peuvent être investies d'attentes énormes. Je pense que ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut avoir bien en tête. Il s'agit de prédire l'épidémie, d'évaluer les effets du confinement, les lieux de transmission pour, ou pas d'ailleurs, comme ça vient d'être dit très bien, fonder rationnellement la décision politique. Il s'agit de faire face à la maladie en développant de nouveaux traitements, d'arrêter sa diffusion avec de nouveaux vaccins, de caractériser les effets psychiques du confinement, d'évaluer les inégalités sociales de genre qui sont générées par la maladie, de décrypter les conditions écologiques ou sociales de l'émergence et de la diffusion de cette pandémie. Enfin, vraiment, on est dans un contexte où vraiment les attentes sont énormes et certainement là, à l'image des capacités de promesses très fortes dont sont investies les sciences et les technosciences depuis des dizaines d'années dans nos démocraties. Donc, à la fois ces attentes énormes et aussi, et ça vient d'être dit autrement par Jean-Gabriel, une situation où les conditions de production des savoirs, les fabriques des savoirs scientifiques, les conditions de fonctionnement des communautés scientifiques, j'ai vu que c'était un terme qui avait été introduit dans les questions, je suis aussi d'accord que c'était un élément essentiel, le fonctionnement des communautés scientifiques ont été mis sur le devant de la scène médiatique, et on a vu ce que c'était
peut-être plus pour certains que pour d'autres, bien sûr, ce que c'était que ce travail de production des savoirs, que c'était des travaux collectivement produits par des femmes et des hommes et pas par des super-héros, même s'il y a beaucoup d'engagement dans le travail et de la rigueur et du sérieux, mais ça reste des hommes et des femmes, par un travail de critique, d'autocritique, de réplication qui prend du temps. Je prendrai qu'un exemple peut-être pour aller vite, mais celui de l'épisode de l'hydroxychloroquine, qui a donné à voir ce que c'était que ce processus d'évaluation de l'efficacité et de la toxicité des médicaments. Et finalement, c'est rejouer devant nos yeux l'histoire même de la mise en place de ce protocole scientifique que constituent les essais cliniques. Alors qu'à l'origine, ce qui faisait le fait de prescrire un médicament, c'était notamment le fait que des médecins reconnus, des mandarins, mais reconnus pour leurs compétences, reconnaissaient l'efficacité et la non-nocivité du médicament. Et tout ce qui s'est passé depuis les années 30 jusqu'aux années 60, c'est justement le fait de mettre en place les essais cliniques qui sont des démarches collectives de démonstration rationnelle, on peut dire transparente, quantifiée, réplicable de l'efficacité et de la non-nocivité, ou en tout cas de la nocivité acceptable des médicaments. Donc voilà, c'est vraiment, je pense qu'on ne va pas revenir dessus, mais cet épisode a montré à voir que ce n'est pas si simple que ça de se mettre d'accord, que c'est un processus qui prend du temps. Alors la période a aussi montré, en lien avec la pandémie, mais aussi parce que ça s'est en partie superposé, en lien avec les mobilisations des communautés de chercheuses et chercheurs, enseignants-chercheurs contre la récente loi de programmation de la recherche. Que la recherche, c'est aussi un service public de production de savoirs communs qui sont soumis, comme quasiment tous les services publics aujourd'hui, à des entreprises je vais aller vite, de rationalisation libérale, avec leur lot d'indicateurs de performance, de politique d'excellence, d'organisation de la concurrence, avec le lot de précarisation des personnels qui va avec, de difficultés matérielles, mais aussi avec des enjeux réels de questionnement du sens de ce métier dans ces contextes politiques évoluants. Donc un service public de production de savoirs communs qui est de plus en plus invité à venir nourrir la croissance économique. Les savoirs, la recherche constituent d'une certaine façon ces nouvelles hors-gris des politiques d'économie de la connaissance qui ont été mises en place notamment au niveau européen depuis le début des années 2000 et qui poussent de plus en plus les chercheurs et les chercheuses à travailler près des acteurs privés pour que les savoirs irriguent l'économie, mais de façon structurelle, c'est bien des situations de liens d'intérêt susceptibles de se transformer en conflits d'intérêts qui sont organisés en partie par ces politiques. Je ne les réduis pas à ça, mais c'est un enjeu majeur parce qu'on a bien vu dans le débat autour de la pandémie à quel point cette question de la méfiance autour des conflits d'intérêts que pouvaient avoir les chercheurs, et là je parle particulièrement dans le domaine biomédical bien sûr, était prégnante. Et de façon plus générale, des savoirs susceptibles de faire l'objet de capture par des intérêts bien organisés. Et là, je pense bien sûr aux marchands de doute, qu'il s'agisse des industriels du tabac ou encore de l'industrie pharmaceutique, qui ont organisé la production de doutes scientifiques à des fins marchandes. Dernier point important de mon point de vue, la période nous rappelle combien la recherche se déploie dans des sociétés dans lesquelles les grands idéaux fédérateurs, de façon générale, sont mis à rude épreuve, et avec eux la confiance que l'on peut avoir dans des institutions qui les incarnent, des partis politiques, bien sûr, aux temples et aux églises, des sociétés dans lesquelles l'idée de délégation à des experts et des professionnels est régulièrement contestée en lien avec le niveau... l'élévation du niveau d'éducation des gens, en lien aussi avec la capacité plus grande de circulation des informations de toute nature, mais en même temps des sociétés dans lesquelles le désir de participation, d'association à la construction des décisions est important, qu'il s'agisse des usagers des services publics, des associations de patients, des parents dans les écoles et des habitants dans les conseils de quartier. Alors, voilà, je voulais commencer par là parce que c'est pour moi les termes qui sont importants pour agencer rapidement.
ce que je voulais dire, donc, dans ce contexte, des voix s'élèvent régulièrement pour réaffirmer la puissance de la science qui serait de mettre en scène toujours plus les prouesses de la science, de faire rêver avec les promesses de la science pour renouer la confiance finalement, ou encore, ça a été évoqué lors de la loi de programmation de la recherche, hein, d'instituer des espèces d'académies de l'information scientifique, le fameux Science Media Center dont il a été question, voilà, qui serait donc une forme d'académie dont la fonction serait de filtrer les informations pour délivrer ce qui serait de l'ordre des vérités scientifiques et ce qui serait au contraire des fake news. Alors, c'est d'une certaine façon, de mon point de vue, une tentation de renouer avec ce qui pourrait être un temps béni, où la science, souvent au singulier d'ailleurs, l'usage de les sciences, la science pour moi n'est pas si anodin que ça. La science était donc une institution jouissant d'une confiance largement incontestée. Alors, évidemment, c'est une histoire qui a été construite, c'est pas vrai. Enfin, il y a beaucoup de travaux d'histoire des sciences qui montrent à quel point il y a eu, tout au long de la construction des institutions scientifiques, de la contestation. Mais de mon point de vue, face au doute dans les capacités de la science à générer du bien commun, face à la dérégulation aussi de l'information scientifique, comme on vient de le dire, cette solution qui consisterait peu ou prou à ce que le monde académique verrouille les choses et se pose en distributeur de vérités scientifiques bien construites, à usage démocratique, je pense que ce dispositif, mais discutons-en, est un dispositif de fermeture qui va, je pense, concentrer encore les critiques qui ont été formulées sur la science, sur la capture de la science par des intérêts bien organisés, sur la confiscation du débat démocratique par une oligarchie experte, et finalement qui risque bien de poursuivre cette entreprise de perte de confiance dans les sciences. L'alternative à laquelle nous contribuons, enfin que nous contribuons de nourrir et à laquelle nous contribuons de réfléchir au sein de l'association de Sciences Citoyennes depuis maintenant une petite vingtaine d'années, c'est au contraire un parti sur l'ouverture. De mon point de vue, c'est une approche pragmatique, mais ça on peut en discuter, hein, en ce qu'elle prend acte de la défiance dont certaines pratiques scientifiques font l'objet et des moteurs de cette défiance, et qui donc prend acte des conditions effectives, réelles dans notre société de production des savoirs scientifiques et de leurs effets sur nos démocraties. Nous invitons ainsi à, d'abord, des choses importantes qui fait bien de s'entendre dire qu'il faut réaffirmer que la production des savoirs, avec un S bien sûr, constitue un bien commun dont les sociétés démocratiques ont fondamentalement besoin pour fonctionner. Et qu'en conséquence, l'existence de services publics de la recherche, comme c'est le cas en France, hein, est essentielle pour produire des savoirs dans lesquels nos sociétés peuvent avoir confiance, pour produire les savoirs dont nous avons besoin. Ce qui implique un engagement des États pour leur permettre de fonctionner convenablement, bien sûr, des moyens, mais aussi qui appelle, et ça, Jean-Gabriel Ganassi a l'air bien rappelé, la responsabilité des scientifiques à se comporter correctement et de leurs institutions à les pousser à le faire. C'est aussi reconnaître que les savoirs sont multiples et que c'est cette diversité de production de savoirs qui importe. Les savoirs sont multiples et les usages qu'on est susceptible de faire avec ces savoirs sont aussi multiples, c'est-à-dire que bien sûr, c'est important que des savoirs soient produits pour nourrir l'économie. L'enjeu n'est pas de faire la critique ici, mais bien de dire que les savoirs doivent aussi continuer, et encore peut-être plus demain que hier, à répondre aux besoins de savoir qui émanent de la société dans son ensemble, y compris de la société civile non marchande. Savoirs dans leur diversité, qui peuvent bien sûr aller de savoirs les plus fondamentaux jusqu'à des formes les plus appliquées, mais qui ne répondent pas à des besoins tels que les marchés peuvent les exprimer. Ce pari d'ouverture passe donc par de multiples initiatives, et j'en brosserai rapidement, mais vraiment très rapidement trois. La première, bien sûr, je crois, et ça j'y crois vraiment, c'est qu'il faut augmenter la formation, mais aussi l'information, à la science en train de se faire, et pas uniquement à la science faite.
c'est-à-dire montrer ce que ça veut dire que fabriquer de la science. Voilà, tout cet enjeu de bon fonctionnement des communautés et donc contre cette idéalisation du héros scientifique. Donc donner à voir la beauté et l'efficacité de ce que peut produire une communauté scientifique qui fonctionne dans des bonnes conditions. Et ce n'est pas seulement des conditions matérielles, hein, c'est aussi les conditions par rapport à l'environnement dans lequel elle est située. Reconnaître de la même façon, donc ça veut dire former dans la démarche scientifique, bien sûr, dans l'éducation populaire ou nationale, c'est aussi la reconnaissance du doctorat comme diplôme, par exemple. Bon, premier élément. Deuxième élément sur lequel on travaille depuis longtemps à Sciences citoyennes, c'est pousser les conditions du développement de ce qu'on qualifie de recherche participative, c'est-à-dire des dispositifs où des chercheurs et des associations co-construisent des questions de recherche. Et donc, ce ne sont pas que des recherches des questions qui sont posées par les chercheurs, mais c'est aussi des questions qui émanent de la société civile non marchande et qui réfléchissent aux moyens de construire des réponses et des savoirs pour répondre à ces questions. Et enfin, c'est la question d'ouvrir, de produire les conditions d'ouverture de réels débats démocratiques sur la question des priorités de choix en matière scientifique et technique, aussi bien au sein d'instances politiques représentatives élues, comme le sont les parlements par exemple, hein, avec des discussions, avec une montée en puissance et en intelligence des enjeux autour des questions scientifiques et techniques, mais aussi des procédures comme les conventions de citoyens sur lesquelles nous travaillons depuis longtemps. Alors, pour finir, évidemment, ce pari de l'ouverture, c'est un pari. C'est un pari avec tout ce que ça comporte d'indétermination, d'expérimentation. Ce ne sont pas des solutions clés en main pour sauver la science. Et ça, voilà, je crois que c'est un constat d'humilité dont nous ferons toutes et tous preuve aujourd'hui. Mais enfin, c'est une dynamique, un état de vigilance, une approche qui considère que finalement la constitution et la mobilisation de communautés, je reviens sur ce mot, tournées vers le bien commun, issues des sciences, mais aussi de la société civile et des médias, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé des médias, mais c'est évidemment la question du journalisme scientifique est centrale, sont les forces que nous devons constituer et sur lesquelles nous devons nous appuyer pour faire face à toutes ces dérégulations, qu'elles soient marchandes, populistes ou plus tout simplement individualistes, qui sont à l'œuvre autour de ces biens communs des savoirs. Et c'est donc un appel à ne pas déserter ces frontières entre science et société, mais au contraire à les occuper avec un sens aigu de la responsabilité, parce qu'il s'agit, et là j'en suis vraiment convaincue, d'espaces hautement politiques où se jouent des enjeux majeurs pour nos démocraties et nos capacités à faire démocratiquement société. Merci beaucoup pour cette vision un peu globale qui reprend un peu les différents éléments à prendre en compte. Et je vais donner la parole, mais je serais curieuse d'avoir après dans les questions un exemple de recherche participative et ce que ça transforme concrètement. Mais pour le moment, parce qu'on a un peu dépassé le temps, je vais passer la parole à Olivier Morisot, maître de conférence donc en physique et en histoire des sciences, qui je ne veux pas... teaser, mais qui veut plutôt intervenir à titre de témoignage et d'historien des sciences. Si je dis ça, je ne trahis rien, Olivier. Bonsoir, merci pour cette introduction et pour cette invitation. Merci aussi à tous ceux qui assistent à ce séminaire depuis chez eux. Puis merci au passage à Catherine Bourguin, que je remercie d'avoir évoqué la case de la recherche publique, organisée notamment en ce moment par la dernière loi de programmation de la recherche. Bon, pour revenir au cœur du sujet, je m'appelle en effet Olivier Morisot, je suis physicien de formation. J'ai été recruté à l'université d'Aix-Marseille il y a 12 ans comme maître de conférence en physique. Mais il y a 5 ans, j'ai choisi de quitter mon laboratoire de physique pour rejoindre un laboratoire d'histoire et de philosophie des sciences. J'ai donc réorienté complètement mes recherches vers l'histoire des pratiques scientifiques et j'essaie de comprendre ce qui fait leur spécificité, mais aussi de saisir certains traits que la science partage avec toute activité collective humaine, du fait qu'elle est avant tout une activité humaine, hein, pratiquée par des individus humains, intriqués eux-mêmes dans des communautés humaines. Ma propre réorientation a des raisons qui, d'une certaine manière, ont certainement trait à des questions déjà évoquées dans le débat. Et peut-être que j'en parlerai plus tard si l'occasion se présente. Reste que je tiens d'abord à prévenir que le sujet de ce soir n'est en rien mon sujet de recherche, ni un sujet de préoccupation quotidien dans mon activité professionnelle, bien que ce soit évidemment un sujet qui me préoccupe et qui me traverse.
Je précise cela pour qu'il soit bien clair que mon discours de ce soir n'est pas un discours académique, confronté minutieusement à des années de réflexion laborieuse et de récolte de données, ni à l'épreuve d'une évolution par mes pairs. Donc que mon discours n'est que le reflet de l'opinion d'une personne, certes renseignée, concernée et intriguée par ces questions, mais pas plus. Loin de moi donc la prétention de donner des leçons ou de proposer des solutions innovantes. Je vais me contenter de proposer un témoignage. S'il peut faire émerger des pistes de réflexion, ce sera déjà beaucoup. La présentation du séminaire de ce soir est introduite par un constat simple qu'a rappelé Louise tout à l'heure, auquel je crois que nous souscrivons tous. Croire à la science ou pas est devenu une question éminemment politique. Il me semble toutefois que la manière de poser un problème n'est jamais neutre et que les termes du problème lui imposent un certain type de solution, en même temps qu'ils en interdisent d'autres. C'est pourquoi je vais me permettre de m'arrêter sur le premier mot de ce problème, le mot « croire », parce qu'il me semble orienter implicitement le débat dans une direction que j'aimerais ne pas emprunter. Car le choix même de ce mot me semble révéler un parti pris fâcheux, en fait. J'aimerais donc avant tout me poser la question, faut-il vraiment croire aveuglément et en tout la science ou les scientifiques? Pour moi, la réponse est clairement non, parce que croire suggère que l'on délègue à d'autres l'exclusivité du savoir. Et j'avoue porter l'espoir d'une société où il ne s'agirait pas d'opposer le savoir d'une élite aux croyances des autres, auxquels les premiers auront d'ailleurs beau jeu de reprocher de croire n'importe quoi dès lors qu'on ne les croira plus. J'aimerais donc qu'on s'autorise à penser une société où l'on peut créer l'opposition du « vous croyez » au « vous savez » par un beau et franc « nous pensons » commun. Une société où chacun prendrait acte de sa propre capacité à penser d'abord, mais aussi où dès lors chacun prendrait acte de sa responsabilité de pratiquer et d'exercer cette pensée pour enfin la confronter à celle des autres. Car dans une telle société, vous l'avez compris, pas la peine de croire ou de ne pas croire à la science. Pas de foule hurlant au complot, ni de savants qui s'offusqueraient de ce que ces foules crédules refusent de les croire. Enfin, pas de tentation à croire que le savoir élaboré dans les laboratoires constituerait un absolu désincarné qui n'aurait pas vocation à changer au cours de l'histoire, ni à s'adapter à la société. Une société de rêve, donc, bien loin de celle des experts et de la défiance généralisée dont nous prenons manifestement la direction actuellement. Pourtant, je ne pense pas que ce rêve soit fondamentalement inaccessible, car il me semble reposer d'une part sur des éléments déjà disponibles, d'autre part sur le changement d'une poignée de comportements qui de toute façon devront changer. Ce dont j'acte la disponibilité, pour commencer, là, déjà tout de suite, c'est la capacité de chacun et chacune à penser par soi-même et de se faire une opinion riche, élaborée et informée. Cette conviction, elle est ancrée en moi, sans quoi je ne crois pas que je pourrais faire mon métier d'enseignant. Elle est même probablement ce qui me porte et ce qui m'autorise à croire en l'avenir. Cette conviction, j'ose croire, justement, que vous la partagez. Et s'il est indémontrable qu'elle soit justifiée, cela n'a pas empêché certains d'argumenter avant nous à sa faveur. Je pense notamment à René Descartes, vous avez dû en entendre parler, qui en 1637 introduisait son fameux discours de la méthode par ces mots. Je le cite. « Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée, car chacun pense en être si bien pourvu que ceux mêmes qui sont les plus difficiles à contenter en toute autre chose n'ont point coutume d'en désirer plus qu'ils en ont. En quoi il n'est pas vraisemblable que tous se trompent, mais plutôt cela témoigne que la puissance de bien juger et distinguer le vrai d'avec le faux, qui est proprement ce qu'on nomme le bon sens ou la raison, est naturellement égale en tous les hommes. Dès lors, si cette puissance de juger et de distinguer le vrai d'avec le faux est naturellement égale en tous les humains, comme dit Descartes, pourquoi arrive-t-il que certains se contentent de croire et que d'autres affirment être les seuls à savoir? C'est parce que, selon moi, avant de commencer à penser par soi-même, chacun doit accepter de faire 3 choix. Premièrement, celui de reconnaître sa capacité à penser, évidemment. Deuxièmement, celui d'accepter de s'engager sérieusement et pleinement dans l'inconfortable processus de pensée. Et enfin, celui de sacrifier le temps incompressible qui est nécessaire à ce processus. Ces 3 aspects mériteraient que l'on y consacre des heures dont nous ne disposons pas, j'en ai conscience, donc je ne vais pas m'attarder sur l'impératif que chacun reconnaisse sa capacité à penser et à penser bien, et aux raisons qui font que cette conviction est trop peu partagée. Mais je prendrai le temps de dire 2 mots sur cette difficulté à accepter de commencer à penser. De fait, ça a déjà été évoqué, mais assez paradoxalement, accepter de penser, ça veut justement dire accepter de ne pas savoir. En effet, ça nécessite d'acter que l'on ne sait pas déjà, car si l'on sait, il n'est pas nécessaire de penser. Dès lors, penser est très inconfortable, car cela requiert d'accueillir en soi le doute et l'incertitude. En somme, de se soumettre
à l'épreuve du doute, pour reprendre le thème de la soirée. Et c'est d'autant plus inconfortable que ce doute doit pouvoir se prolonger sur un temps long, afin de laisser le temps au processus de pensée de se développer pleinement, c'est-à-dire le temps de formuler clairement un problème, d'imaginer des hypothèses de solution à ce problème, et enfin de mettre ces hypothèses à l'épreuve, patiemment, jusqu'à ce que l'une d'entre elles semble être confirmée par de multiples tests. Alors, sur ce point, les philosophes pragmatistes américains du début du XXe siècle, dont l'un des propres est justement d'envisager que la pensée n'est pas la spécificité d'une certaine caste de professionnels, mais qu'elle est accessible à tous, et qu'elle est même le nom caché de la vie, disent-ils, ces philosophes décrivent très finement, je pense, certains des dispositifs que nous, humains, avons mis en place pour éviter d'avoir à penser. Précisément parce que penser est inconfortable et chronophage. D'abord, ils évoquent l'obstination, qui consiste à invariablement expliquer ce qui pose problème à travers le prisme d'une série de convictions que l'on se refuse à reconsidérer. Chacun reconnaîtra des obstinés autour de lui. Un deuxième mécanisme qu'ils décrivent est l'argument d'autorité, qui repose sur la confiance totale en une personne ou une entité que l'on considère comme plus compétente que nous sur le problème rencontré et à laquelle on délègue le soin de nous dire ce qu'il faut en penser. Ce peut être le prêtre, le leader politique, voire le savant dans une société qui se contenterait de croire en la science. Enfin, ces philosophes évoquent la cohérence confortable, qui consiste à refuser qu'une nouvelle chose puisse faire problème, dès lors que l'on dispose déjà d'un système d'explication du monde que l'on estime suffisamment complet et cohérent pour nous établir dans le confort de croire que l'on sait. Et c'est probablement à cette manière de refuser de penser que l'on peut associer la tendance au dogmatisme comme au complotisme. Voilà donc des travers qu'on saura tous reconnaître chez nous et auxquels nous devons faire attention, parce que chaque fois que l'on s'y laisse aller, on s'empêche soi-même de penser. Fort heureusement, malgré l'existence de tous ces dispositifs très ingénieux développés par l'humanité pour ne pas penser, il y a certaines occasions où la pensée ne peut s'empêcher de jaillir. Il y a des moments où l'habitude et la pulsion ne suffisent plus, où une surprise, un étonnement, trop fort pour être ignoré, émerge, et où l'obstination, l'autorité et la cohérence confortable ne peuvent étouffer cette émotion. Pour nous, l'acceptation de cet émerveillement est la clé, car c'est cette émotion puissante positive qui nous pousse à accepter l'inconfort inhérent à la pensée, ainsi que l'effort et le temps nécessaires à sa mise en œuvre rigoureuse. Pour raviver et démocratiser la pensée, c'est donc cette capacité à s'émerveiller qu'il s'agit de cultiver en chacun de nous, ainsi que chez nos enfants. Mais nous devrons en reparler après cet exposé, puisque avant de conclure, j'ai souligné le fait que du côté du citoyen, il s'agit d'accepter le doute, d'accepter le temps et l'effort nécessaires à la construction d'une pensée subtile et élaborée. Il nous semble clair que la science et ses représentants ne sont pas exempts de responsabilités et de tâches à accomplir en retour. Afin de restaurer au moins une partie de la confiance qui a été trahie et qui continuera d'être trahie par de nombreux membres de leur communauté, afin que revienne ne serait-ce que suffisamment de considération dans le couple science-société pour que les deux parties parviennent à nouveau à dialoguer, il faut, comme dans toute thérapie de couple, que chacun sache au moins reconnaître sa part de responsabilité dans la situation. Car c'est bien d'une thérapie dont nous avons absolument besoin, à l'heure où l'humiliation, la menace et la contrainte semblent être les seules perspectives de rapport entre ces deux entités qui ne semblent plus avoir l'une pour l'autre que méfiance et mépris. En l'occurrence, en guise de reconnaissance des torts de la science, je me proposerai, en faisant partie de cette communauté, en premier lieu d'accepter le sacrifice le plus grand, celui de cette sensation de pouvoir et de supériorité associée à la possession exclusive d'un savoir, et qu'il est si tentant d'entretenir en convainquant les autres que ce savoir leur est inaccessible. Accepter de renoncer à cette autorité et à ce pouvoir donc, et de reconnaître son statut de serviteur de la société, de service public, comme on demande aux forces de l'ordre d'assumer de se rappeler leur mission de protéger et servir, bien que l'on comprenne la tentation de contraindre et punir si grande lorsque l'on détient la force et que l'on est persuadé d'être du côté du bon droit. Mais il faudrait aussi peut-être renoncer à la prétention de détenir la vérité et affirmer plus sobrement que la science est une entreprise collective d'interprétation du monde, mais que, dans son champ, elle peut légitimement prétendre au titre d'interprétation la plus fiable, car elle est aussi la plus rigoureuse, la plus rationnelle, la plus méthodique, la plus contre-vérifiée et la plus interconnectée qui soit. Je suggérerai ensuite à la communauté scientifique, pour autant qu'elle existe, d'accepter de donner à la société le temps qui est nécessaire à l'explication claire et franche des méthodes et des résultats scientifiques. Et je pense
à ce titre que le temps de l'enseignement universitaire, destiné à une minorité vouée essentiellement à remplacer les élites scientifiques, est utile, mais ne respecte pas cette partie du contrat, pas pleinement en tout cas, et que par ailleurs, la majorité des initiatives de vulgarisation sont de fausses bonnes idées qui refusent justement de prendre le temps, car les choses ne se donnent pas à comprendre en 15 minutes, comme ce soir d'ailleurs, pas même en 1 heure et demie, et donc encore moins en 30 secondes, comme certains livres l'affirment. Il faudrait donc que la science paie, rubis sur l'ongle, son tribut à la société qui, soit dit en passant, la finance encore en bonne partie. Qu'elle acte donc l'urgence et la possibilité de lui restituer au moins une part des connaissances qu'elle lui a permis de développer, et qu'elle reconnaisse l'importance pour cela de donner à ce processus de restitution tout le temps qui sera nécessaire. Car offrir le temps d'expliquer complètement un problème, c'est non seulement à terme enrichir l'autre d'une véritable nouvelle connaissance, mais aussi lui prouver qu'elle ou il est en capacité de comprendre des choses qu'elle ou il croyait inaccessibles, et c'est enfin et surtout lui faire goûter au plaisir immense de comprendre pleinement quelque chose, et donc de développer sa capacité, mais aussi son désir de savoir encore plus. Le repositionnement de la communauté scientifique passe certainement enfin par une troisième acceptation de sa part, celle d'atterrir, au sens de ramener au terre-à-terre, au quotidien, les savoirs prétendument purs développés en laboratoire, et d'accepter de les confronter sans phare au monde, de les partager et d'accompagner les citoyens dans leur réception et dans les doutes qu'ils peuvent éveiller en eux, doutes légitimes. Pour conclure, je crois que seule cette reconnaissance de leur travers par ces deux communautés permettra de dépasser le modèle paternaliste et infantilisant les opposants sur le mode du « vous croyez et nous, nous savons », pour demain parvenir à un « nous pensons en commun ». Et quand je dis demain, c'est vraiment tout juste demain, parce que des initiatives inventives et concrètes me semblent se multiplier dans ce sens. À ce titre, je ne donnerai que 2 exemples extrêmement encourageants selon moi. D'un côté, l'initiative de développement d'une communauté de veilleurs ou de passeurs de sciences, développée par l'association Sciences Citoyennes, que représente Madame Bourguin ce soir, et qui est une communauté donc de médiateurs, de connaisseurs civils de la science, qui peuvent faire le tampon entre les deux parties, et qui sont dans une position idéale pour permettre au dialogue de se renouer. Mais l'ensemble des propositions qui a été fait par Madame Bourguin ce soir me semble aussi extrêmement riche dans ce sens. Cela dit, d'autre part, je tiens à mentionner les incroyables travaux de la Convention citoyenne sur le climat, qui me semblent prouver qu'un groupe de citoyens pris au hasard, ni plus informés, ni plus cultivés que les autres, mais acceptant toutefois, premièrement, de reconnaître l'existence d'un problème à penser en commun, deuxièmement, d'essayer de se cultiver sur ce problème en collaboration avec des experts mis à leur service, troisièmement, de dépenser tout le temps qu'il faudra, le temps considérable nécessaire à la réflexion, à la maturation et au débat, qu'un tel groupe de citoyens, donc, peut faire émerger une série impressionnante de solutions à ce problème auxquelles ils ont décidé de réfléchir ensemble. Et dès lors, on remarque que ces solutions intègrent bien sûr la dimension scientifique de la question, mais aussi qu'ils la pondèrent très justement par des questions économiques, sociales, politiques, techniques, et surtout des questions de valeur qui sont précisément inaccessibles à la science. Dès lors, on remarque que le résultat dépasse de loin les propositions qui auraient émergé d'un simple groupe d'experts scientifiques, non seulement dans la viabilité de ces solutions, mais surtout dans la capacité des populations à les accepter, parce que dès lors qu'ils savent que leurs préoccupations y ont été intégrées, ils peuvent à nouveau y accorder leur confiance. Je vous remercie. Merci beaucoup pour ce retour un peu philosophique sur ce qu'est le savoir et aussi des pistes de questionnement sur des remises en cause de l'institution scientifique. Je pense qu'à vous trois, donc c'est bien sûr pas en 1 heure et demie, nous n'avons pas cette prétention de pouvoir réconcilier ceux qui sont fâchés. Je ne sais pas trop si d'ailleurs on pourrait les atteindre réellement avec la science, mais en tout cas de pouvoir réfléchir collectivement à l'importance qu'elle a pour nous et comment on pourrait se l'approprier plus collectivement. Il y a déjà de nombreuses questions, donc je vais vous en lire quelques-unes et si vous voulez réagir entre vous, vous le faites aussi, je laisse une grande liberté. Donc, ayant un privilège étant celle qui présente, quand vous aurez la parole, Catherine, je voudrais bien une précision sur un exemple concret, donc autre que
que la conférence pour le climat, la Convention pour le climat, pardon. Alors, petite question, alors désolé, hein, c'est un peu de la lecture, c'est plus sympa en vrai, hein, les séminaires, mais donc de Sylvestre Huet, combattre les dérapages de scientifiques suppose une intervention forte des directions des institutions scientifiques, notamment celles qui les emploient, pour en alerter les citoyens et les pouvoirs publics. Cette intervention ne peut pas éviter de nommer les personnes en cause, ce qui est violent et douloureux si elle veut être efficace. Jusqu'à présent, cette intervention est rarissime et souvent molle, voire les communiqués ne comportant aucun nom, aucun exemple s'élevant contre les inconduites ou des fraudes non désignées. N'est-il pas temps de réclamer des directions scientifiques, des organismes de recherche et des universités de s'engager clairement, c'est-à-dire en nommant les coupables et en présentant les arguments qui le prouvent lorsque les faits sont bien établis? Ça me permet de, moi aussi, compléter un peu la question à Jean-Gabriel Ganassia sur est-ce que vous avez eu un écho sur votre avis et sur les recommandations que vous faites concrètement, comment elles peuvent être mises en place? Parce que finalement, il y a des choses qui se rejoignent sur les recommandations que vous faites. Donc, il y a Roland Richat qui pose 2 fois la question, donc je vous la pose. C'est quoi un scientifique qui se comporte correctement? Et je pose 2 autres questions pour le moment et après on refera un tour, sinon après on se perd. Alain Obadia qui vous demande si vous ne pensez pas que la crise de confiance dans le discours des scientifiques est l'une des facettes d'une crise plus globale de confiance dans l'organisation de la société. Les scientifiques sont perçus comme faisant partie de l'élite, partie du système aujourd'hui largement mis en cause. Et une dernière question donc, pour ce tour de Daniel Sirera. Est-il pertinent pour vous d'intégrer dans le débat la distinction entre connaissance scientifique et recherche? Vaste question. Vous avez 5 minutes chacun. Bon, c'est le jeu du séminaire. Hein. Qui veut commencer? Jean-Gabriel Ganassia? Vous voulez commencer? Je veux bien commencer. Bon, je remercie toutes ces questions hein, que je vois sur le chat et qui sont vraiment pertinentes. Alors, peut-être 2 points. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un comportement, entre guillemets, correct des scientifiques? Alors, c'est très difficile parce que je crois que ça dépend des disciplines scientifiques, mais dans chacune, hein, il y a des critères épistémologiques qui permettent hein, de s'assurer que la production hein, correspond à peu près au canon du secteur dans lequel il se trouve. Hein. Et bien sûr, par exemple, dans le domaine des sciences de la vie, ce n'est pas la même chose que dans le domaine de la physique ou de l'informatique, ce n'est pas la même chose non plus que dans un certain nombre de secteurs des sciences de l'homme et de la société. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on a des critères qui sont assez bien définis. Ce qu'on appelle l'intégrité scientifique, ben, ça a été d'essayer de bien caractériser hein, ce qu'on appelle les bonnes pratiques scientifiques. On a des mauvaises pratiques scientifiques, hein, et ça a été un peu évoqué par Catherine Bourquin hein, au moment de la pandémie, par exemple, et je pense que c'est notre échec en tant que scientifique de ne pas avoir réussi à le montrer au grand public. Hein. Sur l'hydroxychloroquine, hein, on avait un article hein, qui nous expliquait hein, sur 26 personnes soignées avec l'hydroxychloroquine, un groupe contrôle de 16 personnes qui en plus n'étaient pas pris dans les mêmes équipes et dans lequel, donc sur les 26 patients, une maladie qui fait à peu près 5% de morts, eh ben, on a éliminé un mort parce qu'il n'était pas cohérent. Il y avait 3 personnes qui ont été en réanimation, on les a éliminées, puis 2 personnes qui ont abandonné. Bien sûr, ça ne veut plus rien dire. Et ça, ce sont des choses très simples qu'on n'a pas été capable d'expliquer en tant que scientifique, et c'est fort dommage. Alors ensuite, deuxième chose, est-ce que les institutions scientifiques doivent effectivement être exprimées plus clairement hein, la condamnation d'infraction à l'intégrité scientifique? Je suis d'accord, mais je pense qu'elles le font quand même en grande partie. Hein. Alors peut-être pas assez, mais je pense qu'elles le font. Alors il y a une raison en tout cas qui a été évoquée par le directeur du CNRS il y a longtemps, c'est que du point de vue, c'était un peu une double peine, hein, parce qu'il y avait une punition à l'intérieur de l'organisme et une punition à l'extérieur. Enfin en tout cas, je crois qu'il y a quand même des choses qui sont faites. Alors moi je voulais juste rajouter un tout petit point sur le doute scientifique. Hein. Je suis tout à fait d'accord avec Olivier Morisot hein, et avec Catherine Bourquin. Hein, et on a tous commencé hein, par dire la science, c'est d'abord le doute et l'inquiétude. Il n'y a pas de savoir constitué, puisque c'est un savoir qui en permanence se reconstruit. Mais en même temps, je crois que le doute scientifique n'est pas le scepticisme. Hein, et je crois qu'il faut insister là-dessus. Hein. C'est-à-dire que
il y a dans la quête scientifique à la fois une inquiétude, mais en même temps, bien sûr, des procédures qui permettent d'aller plus loin. Et la difficulté aujourd'hui dans l'espace public, c'est que le scientifique est otage de son propre doute, en ce sens où il est face à des gens qui lui disent « vous êtes scientifique, vous devez douter », et eux nous affirment un certain nombre de choses, mais ils n'en doutent pas. Et bien sûr, ça nous met dans une situation extrêmement difficile. Donc, je crois que c'est le problème. Et puis, dernier point, ce qui est difficile, c'est que en tant que scientifique, on construit des connaissances à partir de connaissances existantes. C'est un édifice, la science, et on ne pourrait pas reconstituer individuellement l'ensemble de l'édifice scientifique. C'est-à-dire qu'on fait confiance à un certain nombre de choses. Un physicien fait confiance à des mathématiciens, par exemple. De même, je pense qu'un biologiste fait confiance à un certain nombre de travaux de chimie, etc. Et donc, il faut aussi, bien sûr, qu'on arrive à bien montrer qu'il y a cette construction progressive. Mais je laisse la parole aux autres. Il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, mais je laisse la parole aux autres. J'allais vous laisser vous autogérer. Je veux bien dire quelques mots, je vais essayer de ne pas être trop longue. Ouais. Oui, sur la question de l'intégrité scientifique, moi, je rajouterais quand même par rapport à ce qu'a dit Jean-Gabriel, que je pense aussi que c'est important aujourd'hui que les prises de position des organismes, je suis d'accord que c'est en train de se faire, l'INSERM, par exemple, a comme ambition de devenir officiellement un organisme de recherche éthique et responsable, avec mettant au cœur de ses pratiques l'intégrité scientifique. Mais c'est qu'il faut frapper fort d'une certaine façon, je suis d'accord, parce qu'on a quand même des contraintes, enfin, une organisation structurelle de la recherche, la concurrence, l'évaluation par les publications, etc., qui poussent, qui sont des facteurs favorisant le type de comportement qui sont… voilà. Donc, si on n'est pas fort face à ça, voilà, on n'est pas efficace dans la lutte contre ça. Puisque les gens continuent à avoir intérêt à frauder un tout petit peu, puis de plus en plus parce que ça passe, et puis après, on passe à des trucs qui sont vraiment inacceptables. Je n'ai pas oublié votre question, Louise, sur la recherche participative, mais je vais en parler en parlant de la différence entre connaissance scientifique et recherche. Effectivement, il y a la connaissance, il y a les connaissances et les savoirs qui sont produits par la démarche scientifique. À un certain moment, on arrive à un degré de confiance. J'ai beaucoup aimé la façon dont Olivier, alors je n'ai pas noté, mais c'était le savoir le plus… Il y avait plein de mots qui étaient bien, là. Je fais un petit peu sur l'avoir noté, mais je te laisserai Olivier le reprendre. Je vais à la liste. Voilà, c'est ça. Donc, le qualificatif était vraiment très pertinemment choisi. Donc, d'accord. Et puis, la recherche, c'est plutôt la science en train de se faire. D'accord. Mais en même temps, et je reviens à la recherche participative, on a aussi des situations qui sont, et là l'enjeu de la recherche participative est importante, qui sont que, voilà, on peut se poser plein de questions et s'émerveiller pour absolument tout, et en même temps, le potentiel de production de savoir par les chercheurs est quand même limité. Donc, il y a toujours des choix qui sont faits dans les questions qu'on juge comme pertinentes et d'autres moins prioritaires, ou même qu'on ne sait pas se poser parce qu'on n'a même pas regardé les choses comme ça. Et donc, la connaissance scientifique dépend aussi de ce à quoi s'intéressent les chercheurs, de ce sur quoi ils travaillent, des questions auxquelles ils cherchent à répondre. Et un des enjeux de la recherche participative, c'est précisément de déplacer ces questions pour répondre à des questions auxquelles les chercheurs, par exemple, ne se posent pas. Voilà, en génétique, un exemple d'une collègue de la Fondation de sciences citoyennes, Isabelle Colringer, qui est généticienne des populations à l'INRA, et qui travaille depuis des années avec des paysans qui sont semeurs de variétés de blé notamment, avec une dynamique de population et qui regardent la question de la sélection génétique avec un regard qui est assez perturbant pour les généticiens des populations qui ont travaillé avec une certaine façon de s'intéresser, d'interroger qu'est-ce que c'est qu'une variété de blé. Et autant la variété de blé dans le cadre de la régulation européenne doit être homogène, autant les paysans disent nous, si on ne veut pas mettre d'intrants dans nos champs, on a besoin d'avoir de la diversité à l'intérieur de nos champs, de la diversité génétique. Bon, voilà, donc ils ont un autre regard sur la production des blés, sur les enjeux, sur qu'est-ce qu'on cherche, à optimiser, qu'est-ce qu'on cherche à comprendre. Moi, j'ai une collègue au labo qui travaille sur le handicap, une sociologue du handicap, et qui maintenant travaille avec des familles parce qu'elle s'est rendue compte que dans la gestion du quotidien, les questions qu'elle se pose, même quand elle fait de l'ethnographie, ne sont pas forcément les questions que les parents se posent. Et travailler avec les parents pour définir les questions qui posent problème dans la question de la prise en charge du handicap, ça déplace les questions par rapport à ce qu'elle se pose, les questions elle-même quand elle est toute seule face à ça. Donc voilà, je pense que sur
sur ces deux aspects, connaissance et recherche. Il y a aussi qu'est-ce qu'on produit comme connaissance à partir de quelle recherche. Et puis sur la question de la crise de confiance plus générale dans l'organisation de la société, moi je pense que c'est évident qu'il y a un enjeu commun parce qu'il y a ce subtil glissement depuis le chercheur vers l'expert, hein, et la position de l'expert, qui est une position finalement qui produit une simplification des connaissances scientifiques à usage politique, à usage de décisions publiques. Et de fait, le fait qu'on soit dans des sociétés de plus en plus complexes, où on fait de plus en plus recours à l'expertise, cette tendance à associer la posture du chercheur et la posture de l'expert, qui sont pour le coup, dans la question du rapport au doute, assez différentes comme posture, mais qui peuvent être occupées par les mêmes personnes, ça nourrit cette association du tous pourris, les politiciens, les experts, c'est pareil, et donc ça nourrit la crise de confiance. Mais ceci dit, je pense que ça serait dommage de s'arrêter à cette vision-là, c'est quelque chose qui joue, mais c'est forcément plurifactoriel, tout ça, et il y a aussi d'autres questions comme celles qu'on a pu évoquer chacun cet après-midi, ce soir. Merci. Olivier? Bon, moi, je voudrais remercier déjà pour les questions qui étaient posées. Je pense qu'elles sont vraiment pertinentes et leur pertinence fait aussi leur difficulté. Je remercie aussi ceux qui sont intervenus avant moi et qui ont proposé des réponses à ces questions compliquées parce que ça me permet de me défausser sur certaines. En particulier parce que je ne me sens pas légitime à exprimer une opinion très construite et pertinente là-dessus. Vraiment, ce serait trop personnel et déconnecté du reste pour que je m'autorise à parler de ça. Il y a quand même il y a des choses qui m'ont néanmoins interpellé dans les questions qui ont été mentionnées. Une qui a été un peu reprise, mais formulée directement, celle de la crise de confiance envers des élites qui serait en fait associée à la crise de la confiance envers la science. Donc, l'association des scientifiques, des chercheurs à une élite, et notamment une sorte de collusion entre le monde de la recherche et le monde politique, et puis certainement aussi certaines grandes entreprises qui participent de plus en plus au financement de la recherche, qui produisent leurs propres résultats de recherche. Donc effectivement, je suis tout à fait certain que la crise de confiance envers la science, en bonne partie, est associée à cette crise de confiance envers les élites. Et justement, c'est pour ça que naïvement, hein, à ma mesure, je proposais c'est ce retour sur Terre, quoi, et ce retour à d'accepter, de remarquer qu'effectivement, la communauté scientifique peut avoir tendance non seulement à être considérée comme une élite, mais aussi à se comporter comme une élite, et donc qu'elle doit acter cette chose-là, et qu'elle doit probablement faire tous les efforts possibles pour ajuster son comportement à la société qui réclame légitimement des comptes et à qui donc on doit pouvoir, à qui il faut qu'on prenne le temps de s'adresser comme à des gens tout à fait en mesure d'entendre les choses qu'on aurait à dire et de construire avec nous de nouvelles choses. D'ailleurs, à ce titre-là, hein, par exemple, ce qui est, voilà, en fait, ce que je peux intervenir, c'est ce qu'a dit à l'instant Catherine Bourguin. Il me semble que justement cette question de la recherche citoyenne, de la recherche participative est extrêmement importante, comme elle l'a dit, du fait que, comme elle l'a dit, je me permets juste de le répéter, mais parce que je pense que c'est important de l'avoir bien en tête, la manière dont la recherche se construit nécessairement autour de problèmes. Elle se structure autour de problèmes, et donc ces problèmes, ils contraignent nécessairement les solutions, les observables, les expériences que l'on va pouvoir réaliser, les hypothèses qu'on peut émettre. Et effectivement, associer aux scientifiques la société, les citoyens, c'est vivifier, augmenter le vivier de problèmes. C'est pouvoir déployer de nouvelles questions, s'autoriser à s'engager dans de nouvelles questions. Et je pense que c'est extrêmement important parce qu'effectivement, nous sommes une élite et en tant qu'élite, on a tendance nous sommes une élite sociale, hein, qui n'est pas intellectuelle. Et en tant qu'élite, on a tendance à oublier de s'autoriser à se poser certaines questions et de reconnaître leur légitimité.
Voilà. Quant à la condamnation ouverte des institutions et plus marquée et plus franche et aussi lisible que possible des pratiques fautives et trahissant un manque d'intégrité par les institutions, ça me semble effectivement fondamental qu'on puisse qu'il faille insister dans cette direction. Et puis, comme j'ai dit que j'arrêtais de donner mon opinion sur tout, je m'arrête là. Mais vraiment, ce n'est pas par mépris pour les questions qui ont été posées, c'est par manque de pertinence de mes réponses. Non, très pertinent. J'ai l'impression que vous voulez parler, hein, Jean-Gabriel. Oui, je veux parler. Deux choses. Bon, d'abord, effectivement, hein, je pense que les sciences participatives, hein, c'est certainement quelque chose d'extrêmement positif parce que ça permet de sensibiliser une grande partie de la population à la démarche scientifique. Et puis, ça peut aussi, dans certains domaines, apporter des choses aux scientifiques eux-mêmes, hein, parce qu'on peut faire des observations, hein, avoir une collection de données beaucoup plus large, hein, même faire contribuer. Hein, il y a même, par exemple, le site Polymath hein, qui fait contribuer des gens à la démonstration d'un certain nombre de théorèmes. Mais là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, c'est que vous dites, aujourd'hui, il y a une critique de l'autorité. Alors, c'est vrai qu'il y a une critique de l'autorité, on a une horizontalisation hein, dans ce monde, mais au moment de la crise que nous avons vécue, il y a un paradoxe, parce que hein, on a affaire à des scientifiques donc, qui essayent de démontrer les choses hein, avec des articles hein, qui sont plus accessibles à tout le monde, et puis on a donné à un personnage dont on ne peut pas dire hein, qu'il n'était pas une autorité, hein, c'était Raoult, hein, il avait un institut extrêmement bien doté, avec énormément de moyens, avec énormément de gens à sa disposition, il fait travailler énormément de gens, hein, il a écrit plusieurs milliers d'articles, hein, et ce n'est pas lui qui les a écrits, donc on voit bien que hein, c'est quelqu'un qui est dans une grande situation de pouvoir, et bien sûr, hein, c'est sur son prestige, son charisme qu'il est arrivé à convaincre une grande partie de la population. Et donc, je crois que c'est un tout petit peu paradoxal hein, ce qu'on a vécu, parce que je pense que la science est par essence démocratique, au sens où une démonstration scientifique doit pouvoir être refaite par tout le monde, et c'est ça qu'il faut qu'on explique, hein, parce qu'on nous dit, hein, par exemple, hein, Didier Raoult disait, il y a des Parisiens, il appelle ça des méthodologistes. Mais en fait, la méthodologie, c'est pas quelque chose de magique, c'est pas quelque chose d'obscur, hein, c'est simplement la généralisation d'un certain nombre de règles qui sont accessibles à tout le monde, et je crois que c'est ça qu'il faut expliquer, c'est que par essence, la science, tout le monde peut refaire les expériences, relire les démonstrations, essayer de les comprendre. Alors, c'est difficile, bien sûr, ça demande d'avoir une formation, mais ça n'est pas quelque chose qui est réservé à une élite. Or, ce qu'on a vu avec Didier Raoult, c'était plutôt l'inverse. C'était un personnage qui, par simplement sa position d'autorité, hein, s'est imposé. Et justement, quand il suffisait de lire ses papiers, hein, je vous assure que l'article qu'il a écrit en mars 2020 pour expliquer que l'hydroxychloroquine était un bon médicament, il suffisait de le lire avec attention sans avoir aucune connaissance hein, pour comprendre hein, que la preuve n'était pas suffisante. Hein, et c'est ça, je trouve, qui est dommage, c'est que nous, en tant que scientifiques, nous, en tant que membres de comité d'éthique, hein, Catherine comme moi, on n'est pas arrivé. Hein, et c'est vrai qu'avec un an de recul, je me dis comment ça se fait qu'on n'est pas arrivé dans les médias à expliquer ça clairement. Alors, je vous propose des nouvelles questions. Je remercie. Hein, vous allez encore des petites questions faciles à répondre en peu de temps, mais intéressantes. Donc, encore merci, hein, Sylvestre Huette. Donc, je lis pour ceux qui ne le voient pas, mais donc, la délégation du savoir est aujourd'hui inéluctable. C'est le prix à payer forcément enfin, pour l'efficacité de la démarche scientifique liée à la spécialisation. Donc, il donne l'exemple, c'est la raison pour laquelle les biologistes moléculaires ne s'occupent pas d'écologie. Ils savent bien que l'écologie est une part indispensable à la compréhension du vivant, mais ils n'ont que 24 heures par jour. Il prend aussi l'exemple de Claude Allègre, qui n'a jamais vérifié lui-même les calculs de section efficace de la physique
physique nucléaire qu'il a utilisé pour faire de la cosmochimie et de la géochimie. Donc, cette délégation est inéluctable à l'intérieur du monde des scientifiques, voilà, du monde scientifique professionnel, mais aussi elle ne peut pas être évitée pour les citoyens ou même le président de la République. Et donc, il vous demande comment gérer cette contradiction inévitable par des processus démocratiques. Une autre question donc, de Karine Gantin. Elle demande comment on peut distinguer, en se mettant dans une perspective historique, par exemple depuis le début du XXe siècle, distinguer entre la remise en cause des savoirs en tant que telle et la remise en cause des scientifiques. Parce que la reconnaissance des autorités que sont les scientifiques n'est pas forcément synonyme d'une adhésion au savoir constitué, souvent mal connu, parmi des opinions, croyances, appréhensions du monde multiples, etc. Et elle pose aussi la question, quel serait pour vous l'intérêt d'associer cette réflexion sur la science à une réflexion sur l'évolution des médias, dont le modèle économique est en transformation radicale, influent sur le contenu. Et encore une dernière, donc de Roland Richard. Qu'est-ce qu'une recherche scientifique orientée? N'est-il pas là une façon d'admettre de soumettre la science à des intérêts qui ne sont pas ceux de l'intérêt général? On peut aller dans l'autre sens. Comment vous voulez vous y prendre? On change. Honneur aux femmes. Je peux bien me lancer. C'est des questions compliquées. Donc, voilà. Sur la question de la délégation, là, je vais faire juste un commentaire plutôt qu'une question. Je suis tout à fait d'accord que le niveau de complexité dans la production des savoirs scientifiques auquel on est arrivé aujourd'hui ne permet pas d'imaginer des délégations généralisées, mais et c'est important aussi de reconnaître qu'on a besoin de savoirs experts, enfin de compétences expertes qui sont aussi un travail, et là je reviens sur ce que disait Olivier tout à l'heure, hein, l'engagement dans la production de savoir, que ce soit de la pensée ou d'autres formes de production de savoir qui repassent par la pensée, mais pas que, ça prend du temps, ça prend, voilà, donc effectivement il y a de la spécialisation, comme dans la société, il y a de la spécialisation à tous les niveaux, hein, tout le monde n'est pas docteur et tout le monde n'est pas ajusteur, enfin bref, mais en même temps, on peut, je pense, vraiment penser aujourd'hui qu'il y a différentes façons de produire des savoirs, et ce qui compte, c'est de les penser dans leur diversité. Et que de la même façon qu'il y a des domaines qui sont très spécialisés et qui ont finalement pas forcément beaucoup d'interaction avec la société, il y en a d'autres pour lesquels ça se discute, parce que par exemple, même en biologie moléculaire, quand il y a eu les mouvements de malades, notamment au début de l'épidémie de sida, qui ont voulu intervenir sur les questions de recherche, qui se sont formés, qui ont fait valoir qu'il y avait des effets secondaires des traitements qui n'étaient pas forcément pris en compte, et ça a ouvert la voie à de nouvelles recherches scientifiques sur la question de la composition des lipides et des mécanismes biologiques d'accumulation de graisse qui étaient constatées par des patients. Donc, on voit bien quand même que cette question de l'interfécondité avec d'autres acteurs non académiques peut se jouer à des marges, mais finalement des marges et des zones de contact entre recherche et société qui sont finalement assez nombreuses. Voilà. Ce qui n'empêche pas la spécialisation et la délégation en interne. D'ailleurs, peut-être pour revenir sur cette question de recherche participative, dans la recherche participative, il y a un peu de délégation, mais c'est aussi chacun apporte ce qu'il sait faire, quoi. Et tout le monde ne se transforme pas. Isabelle Goldringer ne s'est pas transformée en paysanne, même si elle cultive un petit peu plus son champ qu'avant. Et les paysans du réseau Semences Paysannes ne se sont pas transformés en généticiens des populations. Hein. Donc il y a toujours eu de la délégation. En revanche, il y a des zones frontières, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, qui sont peuplées et qui sont nourries de part et d'autre par les échanges qui se passent à ces zones frontières. D'ailleurs, sur la question, alors je ne suis malheureusement pas en situation de faire un historique sur la distinction entre le respect, la reconnaissance de l'autorité des scientifiques versus les savoirs mal connus. Je pense que c'est effectivement quelque chose c'est une question fort pertinente, ça demande à être réfléchi. Par contre, la question de l'évolution des médias, c'est évident que c'est un enjeu majeur, hein, la question de comment, je reviens peut-être un peu sur ce que disait Olivier tout à l'heure aussi, sur son appel aux scientifiques à mieux s'engager dans tout ce qui est échange avec la société, dans des formes de discussion, de transmission. Et j'irais même plus, et là, donc on revient sur la recherche participative qui est encore, c'est pas simplement du haut vers le bas, des scientifiques vers la population, c'est à double niveau.
Il y a aussi donc un enjeu de comment les scientifiques qui s'engagent peuvent s'engager avec les journalistes parce que les journalistes sont des intermédiaires précieux et qui ont aussi des compétences complémentaires à celles des scientifiques. Et donc là, il y a vraiment, je suis bien d'accord, un engagement, une réflexion là-dessus. Et puis, je ne sais plus ce que c'était. Bon, voilà, je m'arrête là. J'ai dû oublier des questions parce que je n'ai pas tout noté, mais... Il y en a une que tu n'as pas mentionnée, mais j'aimerais revenir dessus. En tout cas, surtout, j'aimerais demander à celui qui l'a posée d'essayer de la reformuler ou de la repréciser un petit peu. Elle m'interpelle, hein. Il y a quelqu'un qui a posé la question, qu'est-ce qu'une recherche orientée? Et n'est-il pas là une façon de soumettre les sciences à des intérêts qui ne sont pas ceux de l'intérêt général? Je ne suis pas sûr de comprendre vraiment la question, mais probablement que ça soulève un point pertinent. Donc, s'il veut bien prendre le temps de la reformuler, je pense qu'on pourra peut-être essayer de la reprendre ensuite. Moi, la question sur laquelle je voudrais revenir essentiellement, c'est quand même, celle que tu as traitée en premier lieu, Catherine, qui est... excuse-moi de te tutoyer. Non, mais tu fais bien. C'est celle de la délégation inéluctable du savoir et comment faire face à cette contradiction. Je vais essayer de donner mon opinion là-dessus parce que, sans prétendre répondre au problème fin et vraiment hein, le gros problème, en tout cas par rapport à ce que j'ai raconté tout à l'heure, c'est sûr que c'en est un qui était soulevé par Sylvestre Huet donc, et qui manifestement connaît suffisamment bien le problème pour que je ne prétende pas lui résoudre sa question en 5 minutes. Mais en tout cas, pour résoudre, enfin en tout cas pour, à mon avis, une manière d'aborder ce problème, la délégation du savoir est inéluctable. La première chose à faire, c'est de ne pas acter cela, c'est-à-dire de poser la question, dans quelle mesure est-elle vraiment inéluctable? Commencer par poser que la délégation du savoir est inéluctable, c'est déjà admettre qu'il ne se passera rien de ce côté-là. Et il me semble que précisément, il y a des choses qu'on a décrites, qui ont été décrites pendant ces interventions, qui relèvent du refus de la délégation totale du savoir et qui montrent la possibilité de le faire. Effectivement, la spécialisation est nécessaire. Effectivement, le temps de la recherche et de la formation à la recherche est un temps qui prend un temps considérable. Effectivement, on a 24 heures seulement par jour, mais on n'est pas tenus tous de faire toutes les recherches sur tout. Un des points qui pourrait permettre de voir comment on pourrait... comment on gère déjà en fait dans la communauté scientifique cette question de la délégation du savoir. On la gère parce qu'on ne fait pas les recherches de tout le monde, on ne doit pas faire les enquêtes de tout le monde, on ne doit pas reproduire les résultats de tout le monde, mais par contre, on a été formé à savoir reconnaître une bonne information, une information étayée et une enquête bien menée. On est formé à ça. Et effectivement, le linguiste va avoir du mal à aller se plonger dans une publication de généticien, mais néanmoins, si le généticien présente bien son enquête, on a des méthodes pour interpréter, et en tout cas pour savoir reconnaître une enquête bien menée et raisonnable et fiable. Et si on a la nécessité absolue d'aller vers la maîtrise et la vérification de ces résultats, eh bien, on sait à qui s'adresser et éventuellement, on peut nous-mêmes s'investir de cette question. En fait, je me semble que la question elle est similaire à celle de savoir apprécier un beau tableau ou apprécier une belle pièce d'artisanat. Je ne saurais jamais peindre comme Van Gogh. Je ne saurais jamais faire de magnifiques poteries ou une superbe voiture ou un magnifique jardin. Par contre, je sais reconnaître un magnifique jardin et un magnifique tableau. Je pense que, ou une magnifique pièce de musique. Je pense qu'en particulier, c'est possible parce qu'il existe des communautés de connaisseurs de la musique, de l'art, de l'artisanat, des gens qui s'y intéressent suffisamment pour savoir reconnaître sans nécessairement savoir produire. Et je pense que c'est quelque chose dont on manque un peu en science, hein, une communauté de connaisseurs. Et c'est pour ça qu'en fait, je pointais du doigt tout à l'heure l'initiative de Sciences Citoyennes d'essayer de promouvoir un public de connaisseurs qui pourrait justement servir d'intermédiaire et qui pourrait aller aider et participer à cette délégation, mais qui ne serait pas complètement aveugle. Voilà. En fait, il s'agit de déléguer une certaine partie des choses, mais pas complètement à l'aveugle, et en particulier de savoir développer chez chacun, et chez le plus grand nombre, la capacité à reconnaître
la pertinence et la qualité et la beauté d'un résultat scientifique, me semble-t-il. Ce n'est pas résoudre le problème que de dire ça, mais en tout cas, je ne pense pas qu'il y ait lieu d'accepter cette inéluctabilité. En tout cas, c'est précisément ce que je ne défendrai pas ce soir, moi. J'ai dit ce que j'avais à dire là-dessus. Éventuellement, moi j'aimerais insister sur un point qui a été évoqué, hein, c'est lié aux médias hein, et à la communication des scientifiques vers le grand public et à cette difficulté. Hein. Et je crois qu'on se retrouve face à une question de fond. Qu'est-ce que c'est qu'une communication réussie? Normalement, une communication réussie pour un scientifique, hein, c'est de faire passer une information vers un récepteur. Alors, ça peut être un autre scientifique. Dans ce cas-là, bien sûr, on va le dire d'une certaine façon, parce qu'on sait quelles sont les choses que l'autre scientifique est capable de comprendre. Mais en revanche, si on va vers le grand public, il faut faire un travail qui est de rendre les choses compréhensibles. Et on n'est pas formé en tant que scientifique. Alors, il y a parmi nous des gens qui ont plus l'habitude de le faire, qui font de la vulgarisation scientifique. Il y a aussi des journalistes scientifiques, et je pense qu'ils ont un rôle extrêmement important. Mais je crains que la difficulté dans laquelle on se trouve aujourd'hui avec les médias, c'est que, alors, soit on a affaire à des médias grand public, auquel cas, alors des médias qui ont un objectif qui n'est pas de faire passer le savoir, mais qui est une finalité autre. Hein. Par exemple, les chaînes d'information, elles veulent avoir l'audience la plus grande possible. Et bien sûr, à ce moment-là, elles n'en ont rien à faire de savoir si le message qui passe est correct. De même, les réseaux sociaux, ils veulent qu'il y ait le plus de réactions possible, auquel cas, plus l'information est fausse, plus elle est surprenante, plus elle va générer de retour. Et donc, je crois qu'on se trouve dans une situation un tout petit peu délicate aujourd'hui face aux médias, et il me semble effectivement qu'il faudrait encourager à la fois des scientifiques, mais il y en a qui le font, et très très bien, mais il faudrait donner plus d'ampleur à ça, qui utilisent les médias, tous les médias, que ce soit les journaux traditionnels, d'autres choses, mais aussi des gens dont c'est le métier, qui sont des médiateurs, et je crois que c'est vraiment quelque chose qu'il faut essayer d'encourager, et c'est extrêmement délicat parce qu'on se retrouve face à des spécialistes des médias qui, eux, ont des objectifs qui sont totalement opposés à ceux qu'on peut avoir en tant que scientifique. Et puis, on peut avoir des gens dont l'objectif est de faire circuler de l'information fausse. Alors, ça peut être des industriels, ça peut être des groupes politiques, hein, on l'a vu dernièrement. Et donc, ce sont ces enjeux, je crois, qui sont vraiment... ce sont ces questions-là qui, je crois, demanderont à faire l'objet d'une certaine réflexion. Sylvestre Huyette, justement, dans le mail, parlait de la reconnaissance de ce statut d'intermédiaire. Je crois que c'est vrai, je crois que c'est important, et que c'est plus important que jamais. Olivier, tu veux répondre à la précision de la question, et après on ira vers le mot de la fin? Ouais, j'essaie de faire vite. Et effectivement, j'ai vu que Roland Richat a précisé ce que c'est. Donc, sommes-nous toujours dans le domaine de la recherche si on commence par l'orienter? C'est quoi un chercheur qui sait ce qu'il cherche? Donc, j'espère saisir ce que vous posez comme question là, et à quoi ça fait référence tout à l'heure. Peut-être à une chose qu'on aurait pu dire, en particulier autour de la question des problèmes qui orientent la recherche. Je pense que cette question, elle est associée à une idée reçue qui consisterait à envisager que la science se contente, ou la recherche en général, se contente de faire des observations, d'évaluer des faits et d'en tirer des interprétations. En réalité, je crois qu'il est intéressant de saisir que... Et d'ailleurs, ça me permet de faire la référence notamment aux travaux de ces pragmatistes américains, de ces philosophes américains dont je parlais tout à l'heure, notamment un auteur qui s'appelle John Dewey, et qui a écrit un livre qui s'appelle « Comment nous pensons ». Je vous invite à lire ça, ou les textes de Charles Sanders Peirce sur l'abduction, qui nous permettent d'envisager que la recherche nécessite
de poser en amont des hypothèses. Et c'est quelque chose qui a été évoqué, je pense, par M. Ganassia tout à l'heure, qui disait qu'il fallait qu'il y ait une croyance du scientifique au début de sa recherche. Il faut qu'il pose des hypothèses. Et tout son travail consiste ensuite à essayer de mettre à l'épreuve ces hypothèses. S'il n'a pas posé d'hypothèse en amont, l'expérience n'a pas de sens, elle est même inconstructible et je peux même vous dire qu'elle est inanalysable. Il ne peut rien faire des résultats qu'il obtiendra puisqu'il ne sait pas, sans poser de questions, on ne peut pas avoir de réponse. C'est exactement comme quand vous cherchez vos pantoufles, vous n'allez pas commencer, enfin vous posez une hypothèse. A priori, elles sont là où je les ai laissées la dernière fois. Donc elles vont être dans ma chambre. Vous n'allez pas commencer à chercher dans le garage, dans la voiture et dans le jardin du voisin. Vous orientez votre recherche, c'est absolument nécessaire. Et effectivement, tout le savoir-faire du chercheur, mais aussi du penseur, c'est de reconnaître qu'il a émis une hypothèse et que son travail est conditionné par cette hypothèse, est orienté par cette hypothèse, et que ce qu'il ne peut faire, c'est que mettre à l'épreuve cette hypothèse et jamais non plus même la démontrer, mais au moins montrer qu'elle est capable de résister à un certain nombre de tests. Et c'est de là qu'elle commence à prendre une certaine valeur, une certaine crédibilité, une confiance qu'on peut lui attribuer. Mais donc voilà, l'orientation, ce n'est pas nécessairement dire que, non, c'est même pas du tout dire qu'il s'agirait de faire émerger des résultats pour les bénéfices d'un certain intérêt qui ne serait pas l'intérêt public. Non, c'était parler fondamentalement de la démarche scientifique et de la démarche de recherche qui est orientée par des problèmes déjà qu'on a accepté ou non de se poser et qu'on a formulés soi-même, ou la communauté a formulé, mais ils orientent forcément la recherche, ils orientent aussi les solutions. Mais le tout, c'est d'en avoir conscience. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important en science, en recherche, quand on pense, de poser le problème très clairement, de poser une problématique et de faire émerger les hypothèses qui seront testées et de faire ensuite émerger une mise à l'épreuve, une technique qui soit spécifiquement adaptée à l'épreuve, à l'hypothèse qui a été posée au départ. Je m'arrête là. Oui. Merci. Eh ben, je vous propose Enfin, il y a une question intéressante, c'est Daniel Sirera qui propose des conseils de lecture. Enfin, qu'est-ce que vous conseillerez comme conseil de lecture pour approfondir ce débat? Donc, je vous propose, si vous avez un conseil de lecture et aussi si vous voulez conclure, vous diriez quoi? Alors, qui commence? Jean-Gabriel, vous êtes… Non? Ouais. Oui, ben moi, je peux vous conseiller quand même un certain nombre de rapports qu'on a écrits dans le cadre du comité d'éthique du CNRS, hein, en particulier celui qui a été mentionné au tout début sur la responsabilité des scientifiques à l'heure de la post-vérité. Hein, on avait fait aussi d'ailleurs un autre rapport sur les sciences citoyennes et participatives il y a quelques années. Hein, bon, il y a d'autres rapports d'ailleurs hein, sur les sciences citoyennes et participatives, hein, mais sur notre sujet, c'est vraiment cette question de vérité et de post-vérité. Et moi-même, bon, j'ai écrit, alors, dans mon domaine qui est l'intelligence artificielle, j'ai écrit il y a 3 ans un ouvrage sur quelque chose justement qui me semblait poser problème, ce sont les théories de la singularité technologique, hein, et j'ai essayé de répondre en tant que scientifique à un certain nombre d'arguments qui étaient déployés par des ingénieurs qui nous expliquaient que d'ici quelques années, hein, on va être capable de télécharger sa conscience sur les ordinateurs. Ça s'appelle le mythe de la singularité, faut-il craindre l'intelligence artificielle? Donc voilà quelques lectures que je peux vous conseiller. Merci. Catherine? Eh ben, en fait, la première lecture comme ça qui m'était venue, c'était notamment pour faire honneur au travail du journalisme scientifique, le dernier bouquin qui a été publié par Stéphane Aurel, Stéphane Foucard et Laurence, j'ai oublié son prénom, qui s'appelle « Les gardiens de la raison, enquête sur la désinformation scientifique ». Parce que j'ai trouvé que c'était un ouvrage très riche et à plein d'égards vraiment intéressant au regard du débat qu'on a eu aujourd'hui. Et puis en entendant Jean-Gabriel, je me dis que je vous encourage aussi, si ça vous intéresse, à consulter plus en détail le site de l'association Sciences Citoyennes, parce qu'on a aussi organisé une série de colloques sur la question de la responsabilité scientifique en 2018-2019, où nous intervenions, mais nous avons surtout sollicité toute une série de collègues ou de gens engagés dans la recherche sous toutes ses formes. On est en train de travailler à la rédaction d'un ouvrage pour le valoriser, mais en attendant, les vidéos sont en ligne, il y a
les comptes rendus qui sont en ligne aussi. Et pour terminer, on a lancé un grand projet Sciences citoyennes de consultation qui s'appelle Horizon Terre. Alors, à chaque fois, j'oublie ce que ça veut dire, mais ça veut dire tous et toutes ensemble pour une recherche responsable et engagée, qui est donc une initiative commune avec d'autres associations comme Ingénieurs sans frontières ou l'Atelier d'écologie politique. Et en fait, c'est l'idée de donc une consultation sur différents champs pour faire remonter les besoins de recherche. De quel type de savoir et à quel type de questions on pense qu'on a besoin de travailler pour un monde soutenable et vivable, éthique et écologique et solidaire. Enfin, il doit y avoir plein de mots encore. Dans les années qui viennent. Voilà. Et avec cette idée que justement, il faut que la question de quelle recherche on a besoin, c'est une question profondément démocratique et dans quel monde vivrons-nous demain dépend aussi des savoirs dont on disposera et donc ceux qu'on commence à développer et à juger prioritaires aujourd'hui. Merci. Olivier? Moi, j'ai tout de suite eu en tête une publication à vous suggérer que j'ai relue, que j'avais lu il y a quelques années, que j'ai relu avec intérêt pour préparer l'intervention de ce soir. C'est un ouvrage d'Isabelle Stengers, qui est une philosophe des sciences belge, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « Une autre science est possible ». Une autre science est possible, point d'exclamation. Isabelle Stengers, S-T-E-N-G-E-R-S. Aux éditions Les Empêcheurs de penser en rond, la découverte. C'est paru en 2015, je crois. 2013. C'est extrêmement intéressant. Je vous invite à... je trouve ça très fort et un regard très perçant sur l'activité scientifique, une sorte de sociologie des sciences embarquée. Et notamment, je vous invite à lire le premier chapitre, le premier chapitre de cet ouvrage qui s'appelle « Pour une intelligence publique des sciences » et qui parle de beaucoup de choses qui ont été évoquées ce soir. Et à ce titre, justement, je vous propose aussi de jeter un coup d'œil au dernier numéro de la revue Esprit, qui s'intitule, enfin, le thème de cette revue, de ce numéro, mars 2021, c'est « Science sans confiance ». Et là, à nouveau, il y a un dossier à l'intérieur dans lequel interviennent Isabelle Stengers, Jean-Louis Schlegel et Camille Riquier, que je vous invite à consulter, qui me semble très intéressant. Eh ben, je vous remercie beaucoup tous les trois. Grâce à vous, c'est sûr qu'il n'y a pas de recette miracle pour affronter la question du comment dépasser le doute face à la science. Mais en tout cas, vous avez abordé que ce soit de la question d'éducation à la nécessité d'avoir un vrai service public. Et là, je ne sais pas comment on peut aider votre communauté à être moins attaquée que les attaques que vit le milieu universitaire à l'heure actuelle, en passant sur les questionnements sur vos processus de vérification et de validation interne et sur le rapport à l'extérieur, l'importance des passeurs et l'importance de s'ouvrir à la société et que face aux enjeux qu'on a à un moment donné, les citoyens aident aussi à orienter, si j'utilise la recherche, pour qu'elle puisse nous aider dans les choix de société. Et c'est une synthèse un peu partielle par rapport à tout ce que vous avez dit. En tout cas, je vous remercie infiniment tous les trois d'avoir été là. Cette vidéo sera mise en ligne sur la chaîne YouTube de la Fondation Gabrielle Péri. Vous pouvez aussi aller voir toutes les activités que fait la Fondation et aussi le site Silo, donc est silogora.org, avec donc les différents articles qui sont mis en ligne et notamment ceux qu'on a mis sur les réflexions face à cette crise et à cette pandémie. Alors voilà, le problème d'un séminaire, c'est que ça s'arrête brusquement derrière. On ne peut pas prolonger comme dans la vraie vie. J'espère que ça reviendra vite. Donc, je suis désolée par la coupure. Merci vraiment à tous nos invités et merci aux spectateurs et au public d'avoir été là et pour vos questions. Au revoir. Bonne soirée, merci.